Salut à tous et bienvenue sur Delevated. On est content de vous retrouver quand même pour cette toute première vidéo de 2025. Parce que l'air de rien, vous nous avez manqué, faut dire. Et oui, même toi. Même lui. Pendant les fêtes, on a un petit peu décroché de l'horreur parce que faut bien trouver un programme qui plaît à tout le monde. Toi-même tu sais la galère que c'est, et du coup on s'est rabattu sur des cartoons. Et déjà je me suis dit, putain mais c'est vachement bien les cartoons. Et je me suis rendu compte que c'était quand même vachement flippant parce que maintenant, à notre époque, il y a des programmes pour tous les âges. Genre vraiment tous les âges. Et je sais pas, mais quand on y pense, le monde du divertissement pour enfants c'est quand même un peu chelou. Genre t'as un gars ou une meuf, bref des adultes, dont le travail c'est de se creuser les méninges pour divertir, pour amuser des gamins. Des adultes qui travaillent au contact des enfants, d'une manière ou d'une autre, on peut facilement imaginer comment ça peut déraper. Et comment ce sont les enfants qui finissent par souffrir des bourdes des adultes, ou pire. Ces dernières années, on a beaucoup abordé les problèmes de harcèlement et d'agression dans la sphère publique, notamment avec MeToo. On encourage les victimes à prendre la parole et à dénoncer les actes qu'ils, elles, ont subis, de sorte à ce qu'il y ait une prise de conscience et qu'elles puissent se reconstruire. Et ce mouvement, on le retrouve dans les thématiques des séries qui nous sont proposées. Récemment, on a eu droit à la série Mon Petit Renne, qui est basée sur la véritable expérience de son créateur. 13 Reasons Why, sur le suicide d'une lycéenne qui a été harcelée. I Am a Stalker, une docu-série sur des harceleurs et leurs victimes, pour en citer que quelques-unes. Et grâce à cette prise de conscience, certaines victimes qui étaient alors enfants lors des faits trouvent aujourd'hui le courage de raconter ce qu'elles ont subi. Je pense notamment à la série qui est sortie en 2022 sur Netflix qui s'appelle Jimmy Savile, A British Horror Story, qui retrace la vie et la carrière du gars du même nom, Jimmy Savile. Pour vous faire une idée rapide du bonhomme, c'était un animateur télé des années 70 qui était connu pour être un véritable bienfaiteur. Sauf qu'à sa mort en 2011, le scandale explose. Et de nombreuses plaintes relatives à son comportement avec les enfants sont déposées. C'est certes pas notre génération, mais la série fait froid dans le dos. Let me tell you, you really are missing something. In fact, you're missing everything. Et l'année dernière, en 2024, il y a aussi eu la série Quiet on Set de Dark Side of Kids TV, qui, pour la faire courte, nous montre les coulisses des émissions pour enfants de Nickelodeon des années 90-2000. Environnement de travail toxique, misogynie et abus sur mineurs, on est sur du contenu vraiment feel good. De toute façon, j'ai jamais regardé Nickelodeon, j'avais pas ça à la maison, et j'ai jamais fait confiance. Mais pour le moment, on va laisser de côté les histoires les plus tristes du milieu pour se faire un petit kiff de nostalgie. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà été petit. Et du coup, vous avez sûrement aussi regardé des dessins animés ou des émissions pour enfants. Tu regardais quoi, toi, quand t'étais petit ? Ça dépend à quel âge. Quand j'étais petit, je regardais Bob le bricoleur et Oui Oui. Et après, je regardais genre Marcelino, Rémi sans famille, ce genre de trucs qui passaient quoi. Est-ce que tu regardais sur Midi les Zouzous toi aussi ? Je regardais grave Yes. Non, c'est Debout les Zouzous que je regardais le matin, avant d'aller à Oui, l'école. moi aussi je regardais ça, ouais. Ça. Et est-ce qu'on parle de la meilleure émission de tous les temps pour les enfants ? Sa cartoon. Et tu sais ce que je kiffais trop ? J'ai complètement oublié que ça existait. Rancho et Pancho, tu sais là les grenouilles. Les grenouilles mexicaines racistes là. Tenez, lui c'est mon copain Rancho el Toro. C'est la détente la plus rapide de tout l'Ouest. Bon, voilà, et c'est là où on met les deux pieds dans le vif du sujet parce que, en fait, l'air de rien, tu vois, en 2025, maintenant, le cartoon est un peu problématique pour les clichés qu'il véhicule. Mais hors cliché, moi, je trouvais les grenouilles super mignonnes. C'est comme cette scène de South Park avec le musée des clichés là. Ah, bien vu celui-là, c'est le stéréotype du Mexicain feignant. Quoi, qu'est-ce que c'est pas ça? Oui, je me suis endormi. Oh, pardon, je vous avais pris pour une statue. Ah, je suis le technicien de surface. Je dois nettoyer, mais je suis crevé. Mais du coup, on a déjà tous regardé des dessins animés quand on était petits. Oh là, contenu YouTube de qualité. Et ma question suivante, c'est est-ce qu'on t'interdisait de regarder, je sais pas, des émissions ou des dessins animés en particulier ? Ma mère aimait pas que je regarde South Park, Ouais. c'est un peu normal. Tu m'étonnes. Ensuite, on n'avait plus le droit de regarder ces cartoons parce qu'on regardait ça devant la télé et que je foutais des miettes partout. Et un jour, ma mère elle nous a interdit de manger devant la télé, donc on pouvait plus voir sa cartoon. Et le jour où ma mère a levé l'interdiction, sa cartoon a été déprogrammée. Donc j'ai jamais vu la déprogrammation de sa cartoon, quoi. Je l'ai vécu comme une trahison. Oh. Et si vous aussi on vous a interdit de regarder une émission ou un dessin animé en particulier, figurez-vous que vous n'étiez pas seul. Dans cette partie, je voulais vous parler de deux émissions, dessins animés pour enfants qui sont considérés comme problématiques, mais qui le sont pas vraiment. C'est juste pour que vous ayez un élément de comparaison avec ce qui va suivre. Parce que pour le coup, là les parents, c'est pas les gens les plus ouverts d'esprit. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont même pas parents, mais qui apprécient juste gueuler pour rien. Et de toute façon, c'est toujours les gens les plus fermés d'esprit qui l'ouvrent toujours. En 1999, le révérend américain Jerry Falwell, ancien porte-parole de America's Moral Majority, la majorité morale américaine, attaque les Teletubbies.
Non, ne ris pas, c'est très sérieux. Et pourquoi il attaque les Teletubbies? Enfin, il attaque plus particulièrement un personnage. Et vous l'aurez deviné, il s'agit de Tinky Winky. Non, en fait, personne ne l'a deviné parce que c'est pour les enfants. C'est exactement ce que j'allais dire, qui aurait deviné ça? Tinky Winky, si vous le recalez pas trop, c'est le personnage violet, avec une antenne en forme de triangle. Il porte aussi des tutus et il a un sac à main. Et notre bon révérend estime que cette émission ne constitue pas un bon modèle pour les enfants, car Tinky Winky est homosexuel. Est-ce qu'on a besoin de souligner ce qui ne va pas dans cette phrase? Déjà, on est sur une émission vraiment pour les plus petits, je crois, à partir de 2 ans. On est sur un personnage fictif, et pour les enfants, donc normalement il a pas de sexualité, et en plus le type a le culot d'outer un personnage. Ça se fait pas, hein, ne outez pas vos potes, hein, ça vous regarde pas. Et le truc, c'est que ça se passe en 99 aux States, soit moins d'1 an après le début de la diffusion des Teletubbies. Du coup, j'ai retrouvé l'article qui date de 99, et le titre me bute. Gay Tinky Winky, bad for children. Le titre de l'article de la BBC est déjà super drôle, mais le pire, c'est l'intitulé de l'article du révérend qui attaque les Teletubbies. Parents alert, Tinky Winky comes out of the closet. Sans pression. Ou comprenez, alerte aux parents, Tinky Winky sort du placard. It is being perceived by the gay community out there as something good for them. Il déclare, je cite, « Il est violet, la couleur de la Gay Pride, et son antenne a la forme d'un triangle, le symbole de la Gay Pride. » Moi, c'était le symbole du vagin, le triangle. Et bah figure-toi que j'ai jeté un petit coup d'œil au symbolisme du triangle, et c'est super intéressant. Le triangle, on le retrouve dans la religion chrétienne, tu vois, avec la Trinité. Et j'ai aussi trouvé que le triangle, ça pouvait aussi faire référence à une certaine symbolique. C'était en fait ce qu'on utilisait pour marquer les indésirables. Il a déclaré que les représentations subtiles de la sexualité gay étaient intentionnelles et a publié par la suite une déclaration qui se lit comme suit. En tant que chrétien, j'estime que l'imitation du mode de vie gay est préjudiciable à la vie morale des enfants. Ah ouais, rien que ça. Le type se fait un film tout seul dans sa tête et il est pas content du résultat, quoi. C'est fou. Falwell says he did not research the issue himself. Et ce qui est super drôle, c'est que dans l'article de la BBC, on apprend en fait qu'à cette époque, t'avais un autre personnage violet qui était aussi populaire que les Teletubbies. À l'époque, les enfants regardaient aussi beaucoup le dessin animé avec Barney le dinosaure. Mais lui, à ma connaissance, c'est pas honteusement fait outer, même s'il est violet. Et si on demandait à un expert sur le sujet son avis en fait? Coucou des Levitate. Franchement, hyper bizarre d'avoir son téléphone en horizontal et pas en vertical. Moi j'ai l'habitude du vertical. Alors ouais, j'ai entendu et à ce qui paraît, notre frère Tinky Winky a été outé. Et en fait, il faut l'avouer, les Teletubbies, depuis leur création, ont toujours été source de conflits. Déjà, on les a accusés de rendre nos enfants idiots, hypnotisés devant des écrans, devant des peluches qui récitent l'alphabet. Et puis, comble du scandale, on les a aussi accusés de rendre les enfants gays. Et vous l'avez bien dit, tout part de Jerry Falwell, un pasteur américain, mais aussi un homme politique influent, surtout sous Reagan, une présidence qu'on connaît être plutôt réactionnaire. Et pour lui, il y a vraiment 2 signes qui ne trompent pas sur l'appartenance à la communauté gay de Tinky Winky. Et le premier signe qui a tout de suite mis la puce à l'oreille à notre pasteur, on ne lui fait pas à lui, c'est le triangle inversé au-dessus de la tête de Tinky Winky. Il a une grande place dans l'histoire LGBTQ+. En fait, il a surtout servi pendant la Seconde Guerre mondiale à marquer les déportés gays. Alors c'est un symbole important et qui a beaucoup marqué, mais depuis on se l'est réapproprié, notamment à travers l'association ACT UP qui l'utilise. Et le second symbole qui a interpellé notre cher pasteur, c'est la couleur violette de la peluche. En fait, la couleur violette, elle apparaît évidemment sur le drapeau LGBTQ+, mais on préférera dire que c'est la couleur mauve. Alors oui, on peut dire que je joue sur les mots, mais ici, on aime la précision. Et cette couleur, le mauve, sur le drapeau, elle représente les personnes non binaires. Mais le violet a aussi une place importante dans l'histoire LGBTQ+, surtout chez les femmes lesbiennes. Selon l'écrivaine Sarah Prager, les poèmes de Sappho, poétesse grecque de l'Antiquité, contiennent de nombreuses références à la couleur violette. D'ailleurs, cette poétesse, pour la petite histoire, elle est souvent décrite comme cette chaste Sappho aux boucles violettes, au sourire de miel. Et ensuite, il y a une pièce de théâtre d'Édouard Bourdet intitulée The Captive. Et c'est une pièce qui a fait scandale à l'époque, qui raconte l'histoire d'une femme qui trompe son futur époux avec une autre femme. Et dans cette pièce, l'amante, elle est symbolisée sur scène par un bouquet de violettes. Du coup, Tinky Winky, il aborde 2 symboles de la communauté LGBTQ+, sur lui. Mais alors de 1, je doute que ce soit voulu, et de 2, je pense qu'aucun enfant n'est devenu gay après avoir regardé un triangle inversé. Je peux me tromper,
mais je pense pas. Quand Ewa Sowinska, de la classe politique polonaise, va surenchérir sur la sexualité de Tinky Winky, elle va ajouter comme symbole LGBTQ+, le sac à main. Mais alors là, j'ai beau fouiller internet, je ne trouve aucune trace historique du sac à main comme symbole de la communauté. Les créateurs de Teletubbies ont tout de suite répondu, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un sac à main banal, mais d'un sac à main magique. Et ben là encore, j'ai rien trouvé sur un sac à main magique qui serait un quelconque symbole d'une quelconque communauté. Désolé. Mais alors avant de se quitter, j'aimerais quand même préciser que ce n'est pas la première fois qu'un programme pour enfants est accusé d'une quelconque propagande. R.L. Stein, l'auteur de la série Chair de poule, avait déjà affronté une mini-tempête avec son livre Méfiez-vous des abeilles de la saga Chair de poule. En fait, dans l'histoire, on suit un jeune homme qui switch de corps avec une abeille et du coup il se demande s'il peut pas switcher de corps avec n'importe qui. Et il se demande s'il ne changerait pas de corps avec une fille. Alors voilà, fin de la polémique, c'est vraiment 2 phrases dans le livre, une tempête dans un verre d'eau. Encore merci à Delevated pour l'invitation et je vous rappelle qu'il faut toujours se méfier des Teletubbies et des sacs à main magiques et des abeilles. Une porte-parole de la BBC a déclaré « Ce n'est pas la première fois que des personnes lisent des symboles dans un programme télévisé pour enfants et ce ne sera probablement pas la dernière. » C'est fou, c'est toujours la religion qui voit le mal là où il y a rien. Parce que la religion, elle, n'a rien à se reprocher. Finalement, 22 ans après le outing forcé et complètement mal placé de Tinky Winky, Qui est une phrase extrêmement étrange à prononcer dans une vidéo. Wild Brain, la marque à qui appartient Teletubbies, décide de lancer la première collection de vêtements dédiée aux 4 petits extraterrestres. La Teletubbies Pride Collection. Et bam, dans ta gueule, révérend. Coup de com ou simple marketing, chacun ira de son propre avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les recettes sont reversées à une association à but non lucratif dont le travail est de garantir une représentation inclusive, diversifiée et exacte de la communauté LGBTQ dans les médias. Et le pire, c'est que c'est pas le seul scandale autour des Teletubbies. Comment une série aussi inoffensive a pu faire autant de vagues? En 2022, l'actrice Pui Fonley, qui jouait Po, fait la une des journaux. Juste parce qu'elle a joué une scène de sexe lesbien. Dans une autre série, pas dans les Teletubbies. Et du coup, les gens ont pété les plombs comme si le costume de Po était accroché au corps de l'actrice, comme si elle pouvait pas jouer un autre rôle finalement. C'est rigolo quand même à quel point les gens oublient que les acteurs et les actrices jouent un rôle et qu'ils sont pas le rôle. Ça me fait un peu penser, tu sais, à la fois où Cassandra Peterson a dit qu'elle aimait les femmes. T'as tous les fans hommes qui se sont sentis trahis. Finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est la vie privée des gens. Et fun fact, parce qu'on sait qu'il y en a pas mal parmi vous qui kiffent les films d'horreur, l'actrice qui jouait Po a aussi joué dans 28 semaines plus tard, elle a joué le zombie Hélène. Po, zombie. Maintenant qu'on a outé Tinky Winky et que Po a fait une scène de sexe lesbien, je vous propose de passer sur la non-binarité. Cette fois, je vais vous parler de la série pour enfants Netflix Ridley Jones, et plus particulièrement de l'épisode intitulé Happy Heard Day. Dans l'épisode, Fred la vache explique à sa grand-mère Dottie, qui est d'ailleurs jouée par Cyndi Lauper, qui est aussi connue pour son militantisme LGBT, que ses nouveaux pronoms sont they, them, et qu'elle préfère qu'on l'appelle Fred plutôt que Winifred, son nom de naissance. My heart says that the way I feel most myself is to go by the name Fred. That's because I'm non-binary, and Fred is the name that fits me best. And I also use they and them, because calling me a she or a he doesn't feel right to me. Et là, c'est la panique sur les réseaux sociaux. Je cite « Mon Dieu, j'éteindrai tout de suite, annulez cette émission !» T'as même quelqu'un qui ricane en marquant « Nous ne vous enfonçons rien dans la gorge, ha 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 !» Et on a aussi droit à « Les enfants en bas âge ne savent même pas ce qu'est un kiwi. Comment pourraient-ils se souvenir de ça ?» C'est vraiment ambiance Lovejoy dans les Simpsons, quoi. Mais quand est-ce que vous allez penser aux enfants? C'est vraiment ça. Les gens pètent un plomb sur Fred la vache, quand même. Est-ce que juste, on peut prendre un instant pour constater ça? Et sans surprise, Netflix, qui est surtout là pour faire du blé, n'a pas renouvelé la série après la saison 5. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à aucun moment, de tous les parents là qui gueulent, il y en a aucun qui s'est remis en question. Parce que je sais pas vous, mais moi ce qui me choque le plus, c'est quand même qu'on laisse des gamins de 2 ans devant Netflix. Ou avec leurs parents qui sont des vieux cons. C'est ça le véritable danger, c'est pas Fred la vache. Enfin voilà, à notre sens, il y a peut-être d'autres chats à fouetter, mais on a le droit de pas être d'accord, donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on laisse de côté les dessins animés qui ont juste fait polémique sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à des épisodes qui ont véritablement été bannis. Les Censored 11, c'est un terme qui désigne 11 dessins animés Merry Melodies et Looney Tunes qui ont été retirés de la syndication par United Artists en 1968. Clairement, on va pas vous passer d'extrait, on vous met quelques posters pour que vous ayez une idée, mais voilà, je pense que vous comprenez pourquoi ils étaient censurés. Clairement, les courts-métrages relayaient des stéréotypes ethniques jugés outrageants pour le public contemporain. Tu m'étonnes! Et après les Censored 11, t'as eu les Censored 12, c'est un peu comme après Vendredi 13, t'as eu Samedi 14. C'est
Super, on la garde. En gros, avec les Censored 12, on est aussi sur des courts-métrages offensants. Ils sont aussi appelés de manière non officielle les 12 Missing Heirs. Les 12 dessins animés Bugs Bunny datant de 1941 à 1960 ont été bannis du marathon Junebugs en 2001 sur Cartoon Network. Les Australiens, les natifs américains, les Afro-américains, les Inuits et les Nazis, bref, tout le monde a pris tarif. Et la ligne éditoriale était pas très claire. C'est con de se moquer de tout ça et des nazis. Alors que les nazis ils sont d'accord sur. Tu vois, genre. Je sais pas trop où ils ont mis le curseur là sur ce coup, tu vois. Par exemple, dans l'épisode Hair Meets Hair, Bugs Bunny se déguise carrément en Monsieur Moustachu. Et en gros, tout le cartoon se fout de la gueule de l'Allemagne. Et c'est tout simplement pour ça que l'épisode a été banni, parce que le sujet reste touchy. C'est-à-dire, on a même plus le droit de parler de la Seconde Guerre mondiale sur YouTube sans se faire trahir sa chaîne. Même si c'est du contenu éducatif, instructif, c'est quand même assez fou, hein. Et moi aussi j'ai des infos instructives pour vous. Cet épisode fait partie d'une compilation Bugs et Daffy, The Wartime Cartoons. Dans la compile, on a 11 courts-métrages, Looney Tunes et Merry Melodies, et ils sont complétés par des faits et anecdotes du critique de cinéma Leonard Maltin. Hi, I'm Leonard Maltin, and this is the Movie Police. Les cours ont été publiés entre le 6 mars 1943 et le 27 janvier 1945, du coup sans surprise, vu la période, ils sont tous centrés autour de la Seconde Guerre mondiale. Et ils avaient pour objectif de contribuer à l'effort de guerre. À ma connaissance, cet épisode est le seul à avoir été banni, alors que dans un autre, on peut par exemple voir « Ce dessin animé est un court-métrage de propagande de la Seconde Guerre mondiale dans lequel Daffy, en tant que messager, affronte une espionne nazie et se retrouve finalement confronté à Adolf Hitler, Joseph et Hermann. Bref, que des gars sympas. Les cartoons, ça date pas d'hier, et les premiers Merry Melodies et Looney Tunes, remontent aux années 30. Autrement dit, ça fait bientôt un siècle. Donc forcément, avec les progrès sociaux et l'évolution des mentalités, y a du ménage à faire parmi les cartoons. Allez, on fait un petit bond dans le temps et on revient à notre époque. Parce que des épisodes censurés, il y en a aussi dans les séries que vous avez déjà vues. Genre Caillou. Personne n'a vu Caillou. Détrompe-toi. Caillou, c'est une série télévisée d'animation québécoise créée en 1997. En gros, on suit un petit garçon de 4 ans à qui il arrive des aventures. C'est à destination des plus petits, donc c'est du contenu éducatif, forcément. Dans l'épisode Caillou's Getting Older, Caillou devient plus vieux, Caillou trouve un oiseau mort dans le jardin et l'enterre avec son père. Et durant toute la journée, les parents de Caillou et ses amis vont pas arrêter de le trigger avec le fait de grandir et surtout de vieillir. Boy, I must be getting really old. You really are growing up and getting older, aren't you, Rosie? I'm a whole year older now. Résultat, avant de se coucher, Caillou tape une méga crise existentielle. À 4 ans, il vient comprendre qu'il va crever. Un jour. Et ses parents le rassurent de la pire des manières possibles. Listen, you have lots and lots and lots of time to get bigger and older. So you really don't need to worry about it now. Sous-entendu, t'as le temps avant de crever, donc ça va. Ouais, je sais pas vous, mais moi je suis pas convaincue. Et d'ailleurs, je trouve ça même un peu cruel de dire ça à un enfant qui a clairement l'allure d'un petit cancéreux. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que Caillou c'était à destination des plus petits. Eh ben non, tout le monde peut en profiter. Le fun, ça se partage. Parce que quand on va sur la chaîne YouTube française de Caillou, on peut lire « Notre héros confronte ses petits problèmes d'une façon qui est unique à Caillou. Une dose de logique d'enfant, une dose d'imagination et beaucoup d'humour. Alors qu'il se résout à ses expériences, Caillou les démystifie pour les tout petits qui le regardent. Le résultat est non seulement divertissant, mais également éducatif pour les petits, comme pour les grands. Si vous tirez quelque chose en tant qu'adulte de Caillou, il y a peut-être un problème. Hein. Est-ce que t'as maté déjà un épisode de Caillou? Je savais même pas que cette série existait avant que tu m'en parles. Si t'as encore besoin de Caillou pour avancer dans la vie, ouais, c'est que il y a eu quelques étapes qui ont été ratées au niveau de l'enfance. Caillou t'aide à remplir ta fiche d'impôt. Il démystifie les impôts. On rigole sur Caillou qui vous accompagne tout au long de la vie, mais on y reviendra. Mais sinon, qu'est-ce qu'on en pense de ce dessin animé sur internet? Eh bien, faisons un petit tour sur les avis Google. J'aurais juste dû commencer par là en fait. C'est des malades, les gens, sur internet. Quand tu descends un petit peu sur les résultats de recherche, t'as un avis qui sort du lot. Le type était super énervé après avoir maté Caillou et il nous laisse tout un pavé comme quoi, c'est de la merde. Mais il le dit avec des jolis mots. Tout d'abord, Caillou est un vecteur anthropologique d'une domination de classe qui passe par la reproduction stéréotypée de codes socio-culturels surannés, menant l'enfant victime d'une idéologie capitaliste bourgeoise qu'il subit déjà au quotidien. Ensuite, dans l'œuvre du sociologue Bourdieu, on se rend compte que la représentation sociale passe par l'imitation du schéma « tout est dit et tout est haut ». Thalès. Ça vous dirait pas de péter un coup, les gars? Très honnêtement, j'avais aucune idée que Caillou c'était serious business à ce point-là. Mais apparemment, c'est un show qui divise pas mal. Surtout, de ce que j'ai compris, à cause du comportement du protagoniste, à cause de Caillou en fait. Parce que il pète des crises à tout va. En gros, dès qu'il veut obtenir un truc, il chouine et il l'obtient. Bref, le meilleur de l'éducatif.
Pingu. Pingu, même si vous avez pas forcément regardé étant petit, vous le connaissez sûrement. Il connaît un fort succès sur Instagram parce qu'il est super facilement mémable. Pingu, c'est une série en stop motion qui met en scène Pingu et sa famille dans diverses situations. Et notre petit pingouin en tire toujours une leçon. La série était originellement produite en Suisse et est officiellement lancée en 1990. Y a pas de dialogue et les personnages baragouinent, marmonnent des trucs. Parfois on peut même reconnaître des petits mots en allemand. Faut savoir que la culture germanique, elle a pas tendance à ménager les plus jeunes et ça se constate assez facilement en se baladant. Genre, on s'est déjà baladé sur une aire de jeu pour enfants, à peine dangereuse. Et ce qui me fait le plus marrer, tu vois, c'est que dans l'article, ils nous disent que le toboggan va être démonté parce que la structure en bois, elle peut pas être réparée. Ah, c'est ça, faites-nous croire que c'est parce que la structure est irréparable et pas du tout parce que les marmots, ils vont faire un SOS Wistiti s'ils grimpent là-dedans. Tomber et se cogner la tête contre absolument tous les barreaux en métal jusqu'à s'écraser par terre. Et franchement, même s'il arrive en haut et qu'il réussit à descendre du toboggan, il est pas tiré d'affaire, hein. Il peut tout à fait crever à la réception. Bref, revenons à nos petits pingouins. Dans Pingu's Lavatory Story, histoire de toilette, Pingu a trop bu et il a méga envie de pisser. C'est de la grande télé, ça. Sauf que pour notre pauvre petit Pingu, bah son daron est en train de poser une pêche, du coup Pingu ne peut pas utiliser les toilettes. Putain, j'ai vraiment un moment d'introspection là sur nos choix de vie. Du coup, Pingu essaye de le faire tourner en bourrique pour qu'il quitte les toilettes. Et une fois son daron sorti des chiottes, Pingu se précipite vers les toilettes et pisse par terre. Mais quand je dis pisse par terre, il y a des litres de pisse. Et forcément, il se fait engueuler après et il est contraint d'éponger sa pisse. Ce n'est pas fini. Puis ses parents qui ont, semblerait-il, un minimum de jugeote, comprennent que en fait Pingu il a pas fait exprès de pisser par terre, donc ils construisent des marches autour des chiottes pour que Pingu puisse accéder aux chiottes. C'est terrible. Je peux pas le dire sans rire. Et bon, jusque là ça va parce que du coup ils ont trouvé une solution, Pingu peut aller aux chiottes, donc c'est cool. Ce qui me dérange le plus, c'est vraiment la scène de fin. Et il a vraiment une drôle d'expression sur le visage alors qu'il fait son affaire. Dans un autre épisode, intitulé Pingu at the Doctor's, Pingu est chez le pingouin docteur qui fait tout. Il est dentiste, généraliste, sûrement podologue aussi. Peut-être proctologue si on a de la chance. Et il soigne les dents de Pingu avec une fraise de dentiste. Quand on est chez le dentiste, on crache du sang. Au-delà du sang que Pingu crache, je trouve que l'épisode est assez glauque. T'as un squelette dans la salle de consultation, une affiche de, j'imagine, coupe du système nerveux du pingouin qui est affichée au mur, t'as le bruit de la fraise, et surtout t'as le bruit de motoneige qui ressemble vraiment à celui d'une tronçonneuse. Tu m'étonnes que Pingu se chie dessus chez le docteur. Mais dans la série, y a pas seulement les fluides corporels qui ont posé problème. Dans l'épisode Pingu argues with his mother, Pingu se dispute avec sa mère, et il se prend une gifle. Et du coup, direct, l'épisode est banni. Et on finit avec l'épisode Pingu's First Kiss, premier bisou de Pingu qui est banni seulement aux States. Parce que les bisous bouche à bouche, c'est non, mais porter une arme, c'est oui. Enfin voilà, dans l'histoire des épisodes bannis, Pingu il a quand même un petit peu déconné. Mais j'aime bien ce personnage de série, il est super caractériel, il est mignon. Et il y a une autre série que je kiffais particulièrement quand j'étais petite, c'était Sourire d'enfer. Sourire d'enfer ou Brace Face en VO, pour ceux qui auraient pas connu, c'est une série canadienne de 2001. Elle met en scène Charlotte qui doit gérer ses problèmes d'ado. Et la série est surtout connue parce que Charlotte porte un appareil dentaire. Et ce foutu appareil dentaire émet une sorte de force magnétique qui attire tout ce qui est en métal. Putain, c'est vrai, j'avais oublié que c'était ça le concept de la série. Elle attire tout en métal avec son truc. Et ce qui nous intéresse dans cette série, c'est l'épisode Busted, qu'on pourrait traduire dans le contexte par cassé, mais aussi par poitrine, genre poitriné quoi. Mais en français, ils ont décidé de l'appeler à toute pompe. Sale. Dans l'épisode, Charlotte se vexe parce qu'on pense qu'elle a moins de 14 ans. Mais elle comprend pas trop pourquoi. Et du coup, ses copines lui expliquent et lui font comprendre qu'elle est sous-développée. En gros, elle a pas de sein, quoi. Et pour parer à son complexe naissant, Charlotte décide d'acheter un soutien-gorge électrique. Jusque-là, tout se passe bien et le soutien-gorge magique résout tous ses problèmes. Jusqu'au moment où quelqu'un marche sur la télécommande. Et là, le soutien-gorge gonfle, bref, ses nichons explosent. Je sais vraiment pas ce qui est le pire dans cet épisode, il y a plein de trucs qui sont problématiques. Je sais pas si c'est le fait que la vendeuse, elle valide le complexe d'une gamine de 14 ans, genre oui, achète mon gadget merdique et tu te sentiras mieux. Le fait qu'on fait bien comprendre aux ados que si elles ont des seins, on les considérera comme des grandes. Ou ce qu'on apprend à la fin de l'épisode. Le demi-frère de Charlotte essaie de la consoler et il lui dit qu'il a arrêté de fumer. Juste en regardant l'épisode, j'étais vraiment pas sûre de son âge, alors j'ai fait un petit tour sur un fandom et apparemment, au début de la série, son demi-frère aurait 14 ans. Au mieux, il aurait 15 ans dans cet épisode. À 15 ans, le personnage a arrêté de fumer. Bon tant mieux, vous me direz. Mais la façon dont il est dessiné, et son pote aussi d'ailleurs, ça laisse facilement penser qu'ils ont 18 ans.
Ce qui rend le truc ultra glauque quand on sait que le pote de son demi-frère a essayé de pécho Charlotte au centre commercial quelques heures auparavant. Un épisode pour ados qui tourne autour de la taille des nichons, bref, il a été banni. Ce qui est ouf, c'est que tous ces épisodes, c'est des épisodes officiels, donc ont été validés par une équipe. Mais imaginez ce que ça peut donner quand les gens se réapproprient ces personnages et ces dessins animés sur internet. Spoiler, ça part très vite en couille. Franchement, quand on y regarde, il y a des parodies qui pourraient carrément passer pour des épisodes officiels. T'as par exemple la chaîne Aoka qui fait des parodies des personnages de notre enfance. Mais bon, ils sont sympas parce qu'ils ont fait une playlist qui s'appelle Ruins Your Childhood. T'as aussi Lee Hardcastle, qui est pas mal connu des amateurs de gore et d'horreur, qui a fait une parodie de The Thing et de Pingu, qui s'appelle Thingu, qui est vachement bien, je vous la recommande. Et puis après, il existe des univers à part entière. Par exemple, on a tous déjà maté Happy Tree Friends. Quand j'étais plus jeune, je matais les petits courts-métrages avec les lapins qui parlent super vite et qui résument un film en 30 secondes, les Angry Alien Production, ça te dit un truc toi? Ou encore Robot Chicken, bref, que du kiff. Un truc que j'apprécie particulièrement à notre époque, c'est qu'on n'est pas obligé de faire une croix sur tout ce qui constitue la culture de notre enfance et notre adolescence dès qu'on passe à l'âge adulte. Ce qui nous a d'ailleurs valu la création du terme adolescent dans les années 80, qui n'est rien d'autre que la superbe contraction péjorative des mots adulte et adolescent. Ouais, parce qu'en français, le terme est très axé aspect psychologique, et on l'emploie surtout pour faire référence à l'absence de maturité et d'autonomie. Sur la page Wikipédia, t'as aucune référence à la culture, contrairement à la page Wikipédia anglaise qui nous définit ce qu'est un kidulte. Un kidulte est un adulte dont les intérêts ou la consommation de médias sont traditionnellement considérés comme plus adaptés aux enfants. Il peut également s'agir d'un parent qui agit de manière puérile avec ses enfants et n'assume pas ses devoirs de discipline. Ah, en France, on est vraiment les purs râleurs, hein. Rien qu'en lisant la définition, on comprend que pour certaines personnes, continuer à bouffer des dessins animés à l'âge adulte, ça leur échappe complètement. Genre des personnes un peu bornées pour qui l'animation, c'est forcément un truc pour les enfants. J'adore parce que dans les résultats de recherche Robot Chicken, il y a quand même des gens qui ont senti qu'il y avait un truc pas très innocent avec la série. Il y a quand même un type qui a demandé à Google « Est-ce que c'est pour les enfants ?» This will only hurt for a second. My eye! My eye! Au moins tu me diras, la personne s'est renseignée, et finalement c'est ce que devraient faire tous les parents avant de coller un marmot devant un écran. Parce que dans le fond, internet c'est pas pour les enfants. Utiliser les personnages qui ont marqué notre enfance pour se les réapproprier dans un contexte plus mature, et finalement continuer à les faire vivre au fur et à mesure qu'on grandit, je trouve ça plutôt cool. C'est une forme de créativité dans laquelle il y a du bon, mais il y a des trucs qui devraient pas exister. Apparemment, Peppa Pig, c'est un personnage qui a grave marqué les gens, à tel point qu'il existe un Fanon Wiki, un site collaboratif et non officiel sur lequel les gens se réunissent et créent de nouveaux personnages, écrivent des épisodes, créent même des cartes interactives, etc. Bon, soyons honnêtes, c'est vraiment pas le meilleur exemple de créativité. Le seul truc sur le site qui a retenu mon attention, c'est l'épisode Peppalepsy. Bon, j'avoue, je me suis fait bait parce qu'en fait, Peppalepsy, ça n'a rien à voir avec une reprise brutale du générique de Peppa Pig. J'ai un peu le seum. En fait, c'est juste un script d'épisode dans lequel t'as Peppa qui tire au lance-flamme sur un personnage. Voilà. Allez, maintenant vous commencez à comprendre qu'avec Delevated, on plonge dans ce qu'il y a de pire. Alors c'est parti, parce qu'on vous a quand même vachement épargné jusque-là. Et si on parlait des règles d'internet? Non, je vous parle pas de la netiquette, hein. L'étiquette? Tu sais pas ce que c'est la netiquette? On t'a pas appris ça au collège? Non. La netiquette, c'est un ensemble de règles de savoir-vivre en usage sur internet. C'est le truc complètement éclaté qu'on t'apprend au collège et qu'apparemment tous les utilisateurs de X ont l'air d'avoir oublié. La règle 34, elle se résume par « si ça existe aussi en porno ». Et si ça n'existe pas, uploadez-le. Du coup, vous vous souvenez quand je vous ai dit que cette vidéo elle pourrait être utile si jamais vous cherchez des coloriages pour votre petite nièce? Voilà, vous pourriez littéralement tomber sur Peppa la cochonne. Et si vous étiez pas encore convaincu qu'internet c'est pas pour les enfants, je vous laisse avec les règles suivantes. Je conclurai simplement par laissez pas traîner vos gamins seuls sur internet si vous voulez pas leur expliquer des trucs méga gênants. Ou les retrouver traumatisés. Ce qui est aussi la transition parfaite pour le prochain point. Le Elsa-Gate, vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais on va pas trop s'étendre sur le sujet. En gros, le Elsa-Gate, ça fait référence à des vidéos pour enfants, mais qui mettaient en scène du contenu qui était inapproprié. Et grosso merdo, les gamins se retrouvaient traumatisés. Derrière les vidéos du Elsa-Gate, il y avait aucune autre ambition que faire de la thune. Les vidéos pour enfants sur YouTube, ça représente un énorme marché et ça génère énormément d'argent. Donc forcément, c'était un peu la mine d'or. À l'époque, en 2017, YouTube était beaucoup moins réglementé. Mais depuis, la plateforme a pris quelques mesures. Heureusement. Bref, il y a plein de vidéos sur le sujet, mais nous, on passe à la suite. Bon, là, on rentre dans la partie vraiment pas drôle de la vidéo. On va aborder des sujets qui sont durs, mais c'est important d'en parler. Depuis 2011, Disney propose à ses fans de partir en croisière sur l'un de ses deux bateaux, le Disney Dream. Bateau qui sera suivi par un deuxième navire de croisière, le Queen Mary.
chambres d'hôtel luxueuses, restaurants, centres spa et bien-être, centres de fitness, piscines, spectacles, le tout thématisé sur les films et personnages Disney. Bref, un véritable rêve pour les fans de Disney. Mais malheureusement, le rêve a récemment viré au cauchemar. En avril 2024, les agents fédéraux des États-Unis ont arrêté un homme âgé de 44 ans. Il transportait et détenait du contenu graphique sur son téléphone. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. En l'espace de 2 mois, c'est le 3e membre à être arrêté sur le bateau de croisière. Un peu plus tôt cette année-là, début février 2024, un autre homme âgé de 49 ans est arrêté. Il avait en possession une vidéo mettant en scène un garçon et une petite fille. Et fin février 2024, un autre homme de 28 ans est arrêté. Il possédait des images d'abus sur mineurs, tous âgés entre 6 et 14 ans. Il y a aussi eu une affaire similaire en décembre 2023 sur un autre bateau de croisière, sur le Celebrity Silhouette cette fois. Un homme de 35 ans est arrêté pour avoir abusé d'une petite fille. Et en plus de cette petite fille, il a avoué aux enquêteurs du FBI avoir agressé 3 autres enfants. Le gars était conseiller jeunesse sur le bateau. Il était avec des gamins à longueur de journée. Je sais pas trop quoi vous dire sur cette partie-là, je pense que les faits sont suffisamment terribles et parlent d'eux-mêmes. Ce qu'on peut espérer, c'est que des mesures strictes soient prises à l'égard du personnel, et plus particulièrement pour le personnel qui travaille directement avec les enfants, ce qui quand même devrait être la base pour un endroit comme le bateau Disney où tout est pensé autour du divertissement familial. En France, il y a quelques mois, on n'a pas été épargné non plus par ce genre d'affaires. Si vous êtes féru d'animation, le nom de Bolem Bouchiba vous dit peut-être quelque chose. Le gars est connu pour avoir bossé sur de nombreuses productions Disney-Pixar, notamment sur Les Indestructibles, Là-haut, Lilo et Stitch, Hercule et même sur le dernier film Élémentaire. Bref, le gars bosse dans le divertissement jeunesse depuis la fin des années 80, début des années 90. Tantôt en tant que graphiste maquettiste, animateur ou concepteur de personnages. Un gars dont le travail est reconnu et qui a fait ses preuves au fil des années, mais loin d'être droit dans ses bottes. Le 31 octobre 2024, il est condamné à 25 ans de réclusion. Pour ce que je résumerais par des de choses en ligne sur des fillettes en Asie. On va pas rentrer dans les détails parce que l'affaire est vraiment sordide, mais le gars aurait orchestré l'agression et la torture d'une centaine de fillettes. Et le pire, c'est qu'on savait déjà qu'il était dangereux parce qu'il était inscrit au fichier FIGE. Le sujet est compliqué et terrible, mais il faut en parler pour que les victimes trouvent le courage de prendre la parole. Et pour pas oublier qu'il y a un envers du décor. Derrière la vitrine qui brille, parfois les coulisses sont bien sombres. Merci d'avoir regardé la vidéo, même si c'était difficile, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si le cœur et le porte-monnaie vous en dit, vous pouvez nous tiper sur Tipeee, ou devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!